Souhaitez-vous regarder un film, monsieur Rosen? Non, merci. Souhaitez-vous regarder un film, monsieur Phelps? Non, je préfère le théâtre. Aimeriez-vous connaître le cinéma ukrainien? Peut-être pourriez-vous choisir pour moi. Merci. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Je suis en compagnie de plusieurs étudiants en cinéma et ça se passe dans le cadre d'un atelier critique mené par moi, Antonin, au sein du Cinéma Arvor. On est là pour débriefer sur quelques films qu'on a pu voir à l'Arvor ou ailleurs d'ailleurs, selon l'inspiration. On va commencer en parlant d'enquête sur un scandale d'État. Peut-être que Axel, tu veux commencer par présenter le film, mais après ça peut être Théo, hein, j'ai pas envie de te piéger non plus. Si Théo peut juste faire le résumé, parce que moi je suis très mauvais pour le résumé, vraiment. Alors c'est l'histoire d'un trafiquant de drogue qui cache de la drogue chez lui, il me semble, et un jour il n'en peut plus d'être le maillon d'une chaîne qu'il trouve pas moral, je crois, il me semble, et il décide d'aller tout balancer. Un journaliste. Il est l'indique d'un des plus grands policiers de France. Et du coup, le film résume un peu l'enquête que va mener le journaliste en interviewant le... Du coup, c'est moi qui commence. Bon, c'est toi qui as écrit un texte dessus, donc lisible sur le site de l'Arvor. Ouais. Non, du coup, moi j'ai vraiment. Quand je suis allé voir le film, je sais même pas si j'avais lu. Si j'avais lu le synopsis, mais j'avais pas vu de bande-annonce ni rien, pas vu d'image ni rien. Du coup, alors en soi, je m'attendais, je me suis dit. Film dossier comme ça, français, je sais pas trop, j'avais pas vu les autres films de Thierry de Peretti. Du coup, en soi, j'avais pas trop d'attentes et très 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 surpris par le film. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, il y a beaucoup. En général, les films dossiers. Enfin, moi, j'en ai vu peu, mais le peu que j'ai vu, il y en a vraiment. Très 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 peu qui sortent du lot. Enfin, à chaque fois, c'est soit trop fade ou alors c'est pas. Enfin, il y a aucune incarnation, pas de mise en scène et c'est plat, enfin c'est limite téléfilm quoi. Tu penses à quoi comme film par exemple? Alors moi, je sais pas si certains ont aimé ici sur la table, mais Spotlight, je déteste. Ouais. Voilà. Pourtant, c'est quoi déjà Spotlight? Spotlight, c'est le film sur les pédophiles dans prêtres pédophiles. Et c'était un film un film globalement que j'avais trouvé hyper fade quoi. Enfin, en fait, le seul truc qu'il y avait, c'était le casting, mais rien d'autre quoi. Enfin, vraiment, j'avais l'impression de voir un téléfilm, franchement, formellement. Et donc du coup là, vraiment super surpris par Enquête sur un scandale d'État. Déjà parce que il y a un truc au niveau du format qui est alors en format un 37 ou un 33. Ouais, un 33 j'allais dire, ou un 37 ouais. Qui est vraiment intéressant parce que ça comment dire, incarne symboliquement presque un espace clos où les personnages se parlent à chaque fois et c'est vraiment on parle de parler, c'est vraiment un film sur la parole en fait, qui est à chaque fois centré sur les discussions entre les personnages, ce qu'ils vont se dire. Il faut vraiment bien écouter et voir ce qu'on est en train de regarder et ça force le spectateur entre guillemets à j'allais dire analyser l'image à moitié, mais surtout analyser les dialogues et tout ce qui se passe à l'image en fait, tout simplement. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un travail sur le panoramique qui est fou, qui en même temps on va dire c'est des plans très très longs mais qui sont alors je sais pas si on peut appeler ça des plans séquences des fois, mais si, quand même, séquence. Et donc du coup qui symbolise parfaitement le doute des personnages parce qu'à chaque fois le panneau comme ça divague, j'ai pas de mots en tête là comme ça. Il panote, hein, de toute façon, voilà, c'est ça, il panote, celui qui parle à celui qui écoute. Voilà, c'est ça, celui qui parle à celui qui écoute, et ce qui symbolise vraiment parfaitement le doute des personnages parce qu'à chaque fois il y a aucun personnage qui est blanc ou noir, il y a vraiment c'est gorgé de nuances, ils sont tous très bien travaillés. Je pense à celui qui joue l'indique surtout. Et Roche Dizem, ouais. Pareil pour celui qui joue le journaliste. Claude Arbeil. Oui, Claude Arbeil. J'ai pas les noms des acteurs en tête, mais aussi donc Vincent Ladon qui joue le policier, le chef policier, qui joue super bien, notamment à la fin et tout.
du début à la fin, tu ne sais pas entre guillemets qui a tort ou qui a raison. Enfin, c'est vraiment c'est ça la plus grande force du film. Il n'y a pas de il y a pas d'élément de réponse. Voilà, et en ça aussi que ça se démarque vraiment de beaucoup de films dossiers, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse quoi. Enfin, c'est un film finalement sur la non conclusion, enfin il n'y a pas de fin, il y a pas de en fait il y a pas besoin que ça soit résolu en fait, c'est vraiment fort à ce niveau-là quoi. Et du coup franchement j'en ai pas vu beaucoup des films dossiers, mais c'est vraiment dans le haut du panier, et là en termes de ce que j'ai vu cette année, c'est vraiment 2-3 meilleurs films pour l'instant que j'ai pu voir cette année. Donc très 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 bon film. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur le fond, sur la forme. Pareil, sur les personnages qui sont ni blancs ni noirs, on n'a vraiment pas de conclusion. Mais en même temps, si, parce que du coup, c'est un peu une réalité du monde. Ouais, c'est chose qu'il n'y a pas de. Le film ne fait pas de jugement moral à aucun moment, que ce soit dans sa mise en scène. Quand il y a un personnage qui va prendre le dessus dans une discussion, je pense à une scène au début du film, quand il y a Vincent Lindon qui est confronté à une juge. Oui. Ils se prennent le dessus mutuellement l'un sur l'autre au fur et à mesure de la conversation. Et à aucun moment on peut se dire que l'un a plus raison que l'autre de défendre telle position. Et le film est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que chaque personnage va avoir à des moments donnés des points de vue à défendre. Oui. Et ça va être légitime. À un moment, t'as Pio Marmaille qui fait un reproche à celui qui à l'indique, en disant qu'il prend des risques, etc. Et puis t'as le mec qui fait moi aussi j'en prends, enfin tu vas pas me faire une leçon sur les risques quand même. Donc tout le film est un peu comme ça, j'ai un peu trouvé. Ouais, totalement d'accord. Et par rapport à cette notion, moi ça m'intéresse beaucoup en tout cas ce truc là sur les films dossiers, parce qu'effectivement c'est un film qui du coup va à l'encontre aussi du film de journalisme quoi, parce qu'il y a les films dossiers, mais on pourrait mettre là-dedans aussi les films de lanceurs d'alerte. Voilà, il y a dernièrement on avait le film de Todd Haynes qui s'appelait Darkwater, ouais, qui était un petit peu ça, mais qui se base quand même surtout sur, comme beaucoup de films de journalistes, sur l'éclatement de la vérité quoi. Et c'est là où le film plutôt l'enquête sur un scandale d'État est plutôt hyper déceptif quoi là-dessus quoi. C'est qu'on a sur cette vérité qui va éclater, au final on est quand même dans quelque chose où le mystère est encore plus opaque que auparavant quoi. Et est-ce que c'est marrant parce que j'ai l'impression que les référents qu'on peut avoir sur ce film là, elles sont américaines, pas trop françaises. T'entends quoi par référent, c'est-à-dire j'ai l'impression que quand enquête sur un scandale d'État, ça me paraît dans le cadre du cinéma français une proposition qu'on n'a pas l'habitude de voir en termes de genre, si on se réfère au genre du film dossier ou du film enquête, du film de journalisme. Il n'y a pas des masses de films comme ça. Enfin, il peut y en avoir quelques-uns. Il me semble qu'à l'heure où on parle, il y a un film qui sort qui s'appelle Goliath, qui doit ressembler plus ou moins à un film de dossier, où il s'agit encore une fois des lanceurs d'alerte de dévoiler la vérité médiatiquement sur un fait donné. Il y a quelques exemples comme ça, mais j'ai l'impression que on est quand même dans un genre sur lequel on a plus l'impression d'attendre. Enfin, on est plus sur un terrain plutôt du cinéma américain. Moi je sais pas, j'ai pas vu énormément de films dossiers, mais du coup il y a Spotlight, il y a aussi Le Cinquième Pouvoir, mais c'est des films où on montre... J'en ai un autre en tête, je vais dire... Darkwater aussi. Pour moi c'est un sacré film dossier, c'est d'ailleurs pour moi une des références ultimes, c'était Révélation de Michael Mann. Et du coup c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à Révélation quand j'ai vu Enquête sur un scandale d'État, mais en termes de film dossier vraiment costaud, avec une sacrée prise de risque entre guillemets, un parti pris et tout, je pensais vraiment à Révélation de Michael Mann, pour le coup du coup, et du cinéma américain qui est cité d'ailleurs dans le film, c'est très discret, mais à un moment quand ils essaient de trouver le titre pour l'enquête, et qu'ils disent on va appeler ça Révélation sur un scandale d'État, ils disent non je préfère Enquête sur un scandale d'État. Je pense que c'est clairement une référence à ça. Ok, d'accord. Il y a peut-être aussi le fait, je voulais rebondir là-dessus, dans les films habituellement à dossier, on voit les gens faire des recherches, on voit beaucoup de plans, je sais pas, des clip shows où ils vont être sur des ordinateurs, faire des recherches, on voit que ça avance. Alors que là, pas du tout, c'est juste des discussions qui vont alimenter un peu le récit. Donc c'est un peu en ce sens-là que le film est un peu atypique, parce que c'est quand même un film dossier où on avance dans une enquête, mais d'un côté, l'enquête, on la voit pas sur le papier, on voit juste vite fait une de Libé, mais c'est tout. À la limite, ça se résume un peu dans le travail journalistique quand ils ont des réunions entre journalistes.
que ce soit au sein de l'IB ou entre plusieurs journaux. Je sais qu'à un moment, ils ont des réunions avec les journalistes de France Télévisions. Donc c'est vraiment que de la discussion. Même quand ils travaillent au sein du journal, c'est que de la discussion. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Totalement. C'est la mise en scène de la parole, hein. Vraiment, c'est centré sur ça. Donc dans ce sens-là, c'est assez atypique, je pense, pour un film dossier. Moi, j'ai pas vu le film, mais quand je vous entends parler, ça me rappelle un petit peu Boîte Noire, qui est sorti l'année dernière. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ou sinon, peut-être les films de Pakula, Les Hommes du Président. Pas encore vu, mais ouais, je vois lequel c'est. Boîte Noire, c'est typiquement ça. C'est le mec qui avance dans ses dossiers sur son ordinateur et qui, à un moment, l'intrigue elle avance. Puis t'as toutes les réponses qui arrivent au bon moment. C'est un film qui est plaisant, mais qui est dans la mise en scène qui est pas si intéressant. C'est pour ça que moi je l'ai pas. Ouais. Bah, par exemple, oui, voilà, Boîte Noire ou même surtout Boîte Noire, en fait, c'est que c'est un film qui est hyper efficace et tout, mais qui, en termes de mise en scène, cinématographiquement, t'apporte pas grand chose. Il te laisse pas d'ambiguïté du tout. Ouais, et puis en plus, il y a aucune ambiguïté, c'est ce que je veux dire. Donc, alors que Enquête pour un scandale d'État est bourré d'ambiguïté du début à la fin. C'est que ça, c'est centré sur ça, de toute façon. D'ailleurs, on passe son temps à se poser des questions. Déjà, qui est le personnage? Parce qu'on voit juste quelqu'un qui titube un peu dans sa maison au début, on comprend pas trop. On ne sait pas s'il est recherché, repéré, on voit des bateaux qui arrivent, on se demande, puis on voit qu'il décharge de la drogue. Donc, rien dans cette première scène, c'est un peu un condensé du film, on ne sait pas. Et en même temps, on nous apporte des pistes. On peut passer au film suivant, la légende du roi crabe. Alors ça y est, moi j'ai pas bien travaillé parce que j'ai pas les noms du réalisateur. Donc là, il va falloir m'aider. Alessio Rigo Derighi et Matteo Zopis. Sorti en 2021. Titre original, Regaggio. Bien. Matteo, je te laisse commencer. J'ai résumé Enquête pour un scandale d'État, je te laisse résumer la légende du roi crabe. Ah non, je me suis endormie devant. Ouais, mais pas au début, donc tu peux pitcher le début. C'est une histoire qui est racontée par des vieux qui bouffent des pâtes. Et ça, c'est vrai, ça m'a mis dans le film complètement. Je te jure. Il raconte la légende d'un homme solitaire, l'alcoolique du village, mais d'un côté qui est quand même un peu... Non, mais c'est vrai, hein. Et qui est quand même un peu mystérieux, qui a quand même une prestance, qui a quand même une carrure qui pèse à l'écran. Et en bouffant leurs pâtes, il raconte un peu la légende de ce mec qui s'est bâti. C'est vraiment une figure assez impressionnante, hein. C'est le mec qui arrive... je crois que le premier plan qu'on voit de lui, outre le premier, où il marche lentement vers la caméra, la caméra fait un recul, on sent qu'il a une sacrée prestance, et en même temps on ne sait pas trop qui c'est. Il y a tout un mystère qui va peser tout au long du film. Même à un moment dans le film, il va changer d'identité, mais en même temps on se dit, bon, il n'avait pas spécialement d'identité au début du film, si ce n'est que c'est le fils d'un médecin, le médecin du village, ouais. Mais sinon il a toujours été un peu dans une zone de flou, on ne sait pas trop qui c'est. Le flou, il est un peu appuyé sur ce que justement les vieux autour des pattes disent. C'est que c'est des légendes et que les légendes, ça traverse le temps, mais du coup, les personnes qui les racontent finissent toujours par modifier. C'est un petit peu le jeu du téléphone arabe. Et ça joue un petit peu là-dessus, oui, c'est flou. On ne sait pas vraiment ce à quoi on est en train d'assister, c'est vrai, s'il y a forcément de modifications. C'est ça qui est assez intéressant. Ce sera presque un film sur l'acte de raconter, quoi. Un film sur le souvenir. D'ailleurs, que ce soit dans sa mise en scène ou dans sa thématique du souvenir, ça me rappelle énormément First Cow de Kelly Reichardt. Il y a un excellent film, on se rappelle. Pas dans la même symbolique, parce que dans First Cow, c'était une histoire qui est vraie, qui est racontée. On voit 2 squelettes qui sont découverts et ensuite on voit un peu leur histoire. Là, c'est le souvenir qui est évoqué par les vieux qui mangent leurs pâtes autour le soir. Et je sais pas, dans la mise en scène, ça m'a énormément évoqué ce film. C'est quelque chose d'assez doux, assez lent, assez poétique aussi. On voit qu'au début, il est amoureux d'une jeune femme de son village qu'il semble avoir aimée quand il était plus jeune. Mais l'amour est devenu impossible parce qu'il est devenu alcoolique, un peu ermite. Je sais pas si ermite c'est le bon mot, vu qu'il y a un petit côté religieux là-dedans. D'ailleurs, il devient religieux. Il aura l'habit, en tout cas. Il revêt l'habit du prêtre, donc il y a quand même un côté ermite qui va jusqu'au bout. C'est bien religieux, l'ermitage, je me trompe pas? Ça dépend. Après, oui, ça peut être des retraites spirituelles, quoi, mais ça peut aussi être complètement athée, ouais. Ok.
Ce qui est intéressant aussi avec le film, c'est que le film il se divise en plusieurs parties, on va dire 2 parties principales, où la mise en scène, je trouve qu'elle change du tout au tout, comme le personnage. En première partie, justement, il est amoureux, il est alcoolique, c'est son père qui doit s'occuper de lui, la lumière elle est c'est beaucoup de couleurs chaudes, c'est très sombre, toujours enfermé dans ce village. Et la deuxième partie où il change totalement d'identité, de statut, et qui est dans des décors absolument majestueux. Ça m'avait beaucoup fait penser à du Terrence Malick, où là la lumière elle est beaucoup plus exposée, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça montre 2 univers totalement différents, et il y a qui se répondent finalement sans vouloir spoiler, ça finit par se répondre. Justement, on va dire que ça serait plutôt une allégorie, comme j'avais pu l'écrire, dans l'univers parallèle, où tout semble accessible et pourtant non. Et c'est en fait dans ce décor qu'il va finalement ouvrir les yeux, on va dire, à la fin. Ouais. Et c'est le paysage qui change, le personnage qui change, et c'est comme ça aussi qui va devenir quelqu'un d'autre. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il y a une sorte de révélation à la fin, enfin de révélation presque mystique, quoi, ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est là aussi que du coup ça prend tout son sens. Le thème religieux, il est plus seulement dans les costumes, mais dans l'histoire. Déjà, avec le paysage a une dimension carrément mystique. J'avais jamais vu la montagne filmée comme ça, donc je te rejoins sur la spiritualité. J'ai l'impression que la montagne est une entité spirituelle à part entière. D'ailleurs, ça va de pair avec le fait qu'il faut suivre le crabe pour retrouver le trésor. Ça spoile pas vraiment, mais ça apporte tout un côté mystique. De toute façon, les légendes sont un peu mystiques de base, un peu spirituelles. Donc c'est un peu un ensemble qui s'accorde bien. On peut dire que la légende du roi crabe, c'est un parcours initiatique pour une personne qui est en quête d'un pardon, d'une nouvelle, du droit chemin en fait. Et c'est le crabe qui va essayer de lui faire, lui tracer ce chemin-là. Et c'est marrant que vous parliez de First Co, parce que First Co, effectivement, il y a comme une sorte de convocation. Enfin, il y a un récit, il y a une tonalité qu'on pourrait presque croire pas non plus fantasmagorique, mais il y a une sorte de truc un peu éthéré qui tourne pendant tout le film, alors même que c'est quand même plutôt très très réaliste, très quotidien, très porté sur les gestes du quotidien, du travail, de la cuisine et tout. Là-dedans, on peut trouver ce côté assez brut, très épuré aussi, qu'il peut y avoir au paysage dans la première partie ou dans la deuxième. Mais en revanche, il y a une tonalité fantastique qui est quand même vachement plus présente. Et là où ça m'étonne, et dans mon rapport spectateur, c'est que je me dis comment je peux acheter en tant que spectateur ce truc du crabe aussi facilement, quoi. Enfin, me dire ça glisse tout seul, quoi. Comment l'accepter que ça, sans trouver ça complètement une rupture il n'y a pas de rupture du pacte avec le spectateur. On est dans un monde qui est à la fois réaliste, il y a cet élément plutôt fantastique, on l'achète tout seul, quoi. Je pense que c'est aussi dû au fait que c'est posé comme un conte dès le départ, parce qu'il y a cet élément de narration par les vieux Rital. On a du coup cette sorte de cette disponibilité en tant que spectateur de prendre, d'accepter un peu tout ce qui nous est montré, et de prendre finalement de prendre tout ce qui nous est montré, de l'acheter, quoi, en tant que vraiment de spectateur, quoi. Et finalement, est-ce que c'est vraiment le personnage qui a bu, ou c'est pas plutôt le spectateur ? Ouais. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je pense que ça a beaucoup lié. L'alcool est hyper important dans ce film-là, parce que c'est quand même ce côté. Vous l'avez souligné, il y a une physicalité du personnage qui est très très forte, quoi. Enfin, dans son corps et tout ça, il est vraiment hyper présent à l'écran. Et en même temps, on voit qu'il est complètement ailleurs, peut-être aussi parce que voilà, il est souvent très saoul. Et qu'à la fin, on dirait, même s'il n'y a plus d'alcool, on dirait que c'est quand même une sorte de rêverie. Il y a même un moment où il fume une herbe qu'il a récupérée, il est complètement dans les vapes. Donc ça peut jouer. Ah oui, mais on est dans un entre-deux constant. Enfin, moi, c'est ça que je trouve très très beau dans le film, quoi. À la fois dans l'incarnation, à la fois dans quelque chose de très très éthéré, et à la fois quelque chose de très primaire, très simple, très brut, et à la fois très presque une sorte de mise en abîme, très distanciée de voilà, je vous raconte une histoire avec toutes les marques de narration que ça peut apporter. Ça me donne envie de le voir.
Franchement, à voir. J'ai l'impression qu'il passe un petit peu inaperçu, alors que. Il est plus difficile. Il est plus à l'affiche, de toute façon. C'est vraiment dommage, parce que esthétiquement, c'est très beau. Il y a vraiment une douceur. Franchement, c'est un film agréable à voir. C'est pour ça que j'ai rappelé First Cow, quoi. Parce que c'est un film qui est doux. Ouais. Ça passe tout seul, en fait. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça passe clairement tout seul. Ça passe tout seul. C'est toi, comme moi, tu as dormi pendant le film. C'est très agréable de s'endormir devant ce film. J'ai pas dormi. Il dure combien de temps le film 1h50, un truc Ouais. comme ça, un peu moins. Ok. Ça passe tout seul comme de l'alcool. On fera ça au montage. Ah non, j'augmenterai le son. Je cherche ça sature, tu sais. Alors, rien à foutre. Qui vous laisse lancer là-dessus? Allez, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je suis toute seule à l'avoir vu autour de cette Non, table. moi, je l'ai Alors, vu. c'est marrant qu'on ait parlé tout à l'heure de Boîte Noire, puisque Rien à foutre continue un petit peu ce voyage dans les airs cette année, et ça rappelle aussi La Peau Douce, Chungking Express, ce milieu qui est l'aviation, les airs, qui deviennent un petit peu l'échappatoire de personnages qui sont passionnés mais qui sont surtout désillusionnés. Alors en effet, Rien à foutre, c'est le premier film long métrage en tout cas d'Emmanuel Mar, qu'il fait en collaboration avec Julie Lecoustre, je ne me souvenais plus de son nom, et qui a pour personnage Adèle Exarchopoulos, qui est hôtesse de l'air pour une compagnie low cost, mais qui évidemment rêverait de travailler pour les grandes compagnies aériennes des Émirats. Elle passe de voyage dans les airs à son cadre idyllique, qui est la ville dans laquelle elle passe pour son travail, qui est Lanzarote. C'est une station balnéaire, on va dire, entre l'Espagne et l'Afrique, si j'ai bien compris. Je vais dire des grosses bêtises. C'est pas grave, ils nous écouteront pas là-bas. On va couper ça au montage. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est qu'en fait, même si je trouve le fond est beaucoup plus intéressant que la forme, mais il y a, en termes de forme, comme j'ai dit, il y a quand même de bons éléments. Par exemple, elle paraît beaucoup plus petite comparée à son élément. Comme j'ai dit, Cassandre, c'est une personne désillusionnée qui travaille quelque part, mais ça lui plaît pas forcément. En plus de ça, elle a des problèmes personnels, elle doit faire face à un deuil. Et en fait, on le voit très bien. Je trouve que c'est très bien mis en scène en termes de son placement dans le décor, notamment quand elle marche. Il y a un plan, c'est même le plan de l'affiche, quand elle marche à Lanzarote pour le travail, elle a sa tenue de travail, mais la caméra est mise de sorte qu'en fait, elle a la tête dans les nuages, et ça représente tout à fait ce qu'elle est quand elle est au travail. En fait, quand tu es hôtesse de l'air, faut le sourire en permanence, sauf qu'elle sourit pas parce qu'elle a des problèmes personnels, et même pour son patron lui dit, mais en fait, faut pas que tu souris, les gens ils s'en foutent de si tu vas pas bien ou si tu vas bien. Et oui, je trouve qu'en termes de forme là-dessus, c'est super bien. Même un moment, elle est dans une allée d'un avion vide où elle doit faire face à son référent, elle a bu de l'alcool et c'est pas bien, attention, ça donne une mauvaise image. Mais oui, il y a des trucs que j'ai beaucoup moins aimé, la lumière par exemple. La lumière, à un moment, c'est une scène de nuit, on sent que la lumière vient de la caméra. J'ai l'impression que c'est aucun effort. En fait, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais si c'est volontaire, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est comme ça. Enfin, peut-être peut-être une manière de montrer qu'elle est enfermée dans quelque chose où c'est difficile de sortir. Parce que finalement, c'est ça, Rien à foutre, c'est comment se sortir de ce cercle vicieux qui est, on fait des voyages, mais dans des mauvaises conditions, parce que ça montre aussi un petit peu ça. Alors, je trouve quand même que le film aborde beaucoup de thématiques qui sont au début difficiles à percer à jour. Enfin, au début du film, elle doit faire face à des manifestants par rapport à leurs conditions de travail, mais finalement, moi, je m'y connais. J'ai pris quelques fois l'avion, mais je veux dire, les conditions de travail, je les connais pas trop. Donc, moi, j'ai un petit peu une mal avec ça. Elle parle d'un deuil au début, mais on a l'impression, en fait, on n'a pas conscience de quelle place ça peut prendre en elle. Du coup, c'est au fur et à mesure du film qu'on s'en rend compte, mais c'est vrai qu'au début, on n'a pas conscience que c'est un véritable enjeu dans le film. Donc, c'est problématique. Mais oui, sinon, c'est vraiment le fond qui est super intéressant. Ça m'a vraiment pris au triple. Au triple. Comment montrer un petit peu cette jeunesse qui pourtant elle travaille dans un cadre idyllique, elle le montre sur Internet. Internet, ça a une place super importante. Enfin, on la voit souvent au téléphone, par exemple, elle ne sait même pas depuis combien de temps elle travaille dans la compagnie, et c'est Instagram qui lui dit que oui, ça fait 3 ans qu'elle y travaille.
elle n'est pas heureuse. Tout le long du voyage, elle va faire la tronche. Mais quand elle va faire une photo Instagram, elle va avoir le petit sourire et puis elle va mettre un petit hashtag, c'est mon bureau de travail, etc. Enfin, il y a quand même une fierté, mais elle n'est pas heureuse dans tout ça. Et c'est aussi un petit peu une sorte de parcours initiatique, à la française. Et le film... je pense avoir dit un petit peu tout ce que je pensais. Là, les thématiques d'Internet, les thématiques de la jeunesse, et on n'est pas content, on n'est jamais content, et c'est normal, là, clairement des raisons que le film aborde. Et en même temps, ce que tu dis sur excuse-moi, je te coupe, sur le fait qu'elle est malheureuse. En fait, on le sait, on l'apprend au fur et à mesure du film, mais pas tout de suite. Il y a un deuil, effectivement, mais elle est au contraire en train de fuir ça, et elle est là de son plein gré, quoi. Enfin, de son plein gré. Ce que je veux dire, c'est qu'elle sent dans cette existence qui est complètement morcelée entre deux avions, dans des chambres d'hôtel, manger des plateaux repas. Enfin, moi, j'ai pensé à Fight Club, quand vous avez tous vu Fight Club, peut-être pas, où t'as Brad Pitt qui dit à un moment, tu vis une existence en morceaux, t'es avec ton plateau repas, t'es entre deux voyages, t'es dans une petite chambre d'hôtel, t'es dans un machin, tu as une vie extrêmement parcellaire. Et cette femme, elle se met dans cet univers-là, même dans les cases d'Instagram, c'est presque une autre case dans laquelle elle peut être, et pour échapper à un autre truc, mais ça on le devine on le voit par le scénario quand on apprend qu'effectivement elle fuit quelque chose, qu'elle va finalement retrouver dans son cadre familial, mais elle n'a pas. Je réagissais parce que je disais, quand tu disais qu'elle est malheureuse dans le personnage. Et c'est aussi le sens de la discussion avec les syndicalistes qui lui disent mais viens avec nous dans notre combat, donc du coup collectif, quoi. Et ce truc du collectif, c'est la négation totale de ce qu'elle veut être, quoi. Elle veut être dans son truc parcellaire, très individuel, dans ses petites cases. Et le film travaille vachement ça. Enfin, tu l'as bien dit formellement sur ce truc du cadre très important, d'être un peu à la fois dans un ailleurs, des nuages et tout ça, mais en même temps, le cadre est vraiment... on sent qu'elle a besoin d'être dans cette case-là, dans une case aussi. Je trouve le film, le portrait de Cassandre, du coup, là, je trouve assez extraordinaire. Moi, je me rappelle pas... et là je dis à titre personnel, d'avoir vu en tout cas un portrait d'une solitude hyper contemporaine, quoi. Enfin, d'un truc où elle veut enfin, c'est pas qu'elle veut, c'est qu'elle est enfoncée là-dedans. Ça finit à Dubaï, qui est quand même le paradis artificiel par excellence totale, et effectivement il y a ce truc initiatique peut-être, parce qu'il y a mais je suis pas sûr qu'elle sorte du circuit dans lequel elle s'est foutue en allant à Dubaï, qui est le parangon de ce truc complètement artificiel, paradis d'Instagram, quoi. Je pense pas, parce qu'en plus du coup c'est filmé en période Covid, elle a son masque, et puis ce qui est très marrant, ça m'a vraiment fait, je trouvais ça très bizarre, mais c'est qu'en fait ils sont chacun dans des cases pour pas tous de coller, distanciation sociale, et ça montre encore qu'elle est enfermée, et que de toute façon c'est une insatisfaction éternelle, qu'il y aura toujours quelque chose qui ira pas, même si elle a peut-être atteint son but, finalement, c'est pas fini, tu seras toujours pas contente. C'est marrant parce que, j'imagine, j'ai pas lu d'entretien avec les auteurs, mais c'est clairement, je pense, une scène qui est improvisée parce que ça a été tourné en plein Covid, et ce truc de distanciation sociale, ça peut pas s'écrire, ce truc-là, au moment où le film a été mis en production, et ça correspond tellement bien au principe même du film, qui est justement de foutre ce personnage principal qu'on colle tout le temps et qu'on va mettre à chaque fois dans une petite chambre d'hôtel, un petit local d'hôtesse de l'air, dans un vol, dans des lieux complètement impersonnels, mais voilà. Et ce truc à la fin, c'est presque la métaphore totale de ça, quoi. On est dans sa petite case, dans sa petite dalle, où on regarde quelque chose, un feu d'artifice, machin, mais surtout on ne sort pas de cet endroit-là, quoi. C'est vrai que la séquence de fin, elle est très révélatrice de l'entièreté du film, notamment avec le téléphone. C'est filmé en image amateur. Enfin, voilà, on retrouve pratiquement toutes les thématiques dans la fin. Et oui, on retrouve toutes les thématiques dans la fin. Axel, tu voulais dire un truc sur Viens, je t'amène ? J'ai pas grand-chose à dire, mais bon, autant... donc Viens, je t'emmène, c'est un film réalisé par
Alain Guiraudy. Oui, Guiraudy, c'est ça? Là, j'ai bossé, ouais. Alain Guiraudy. Ah oui, Alain Guiraudy. C'est un film qui parle, donc un film français qui se passe à Clermont-Ferrand et qui parle en gros d'un un personnage qui a la trentaine et qui tombe amoureux d'une prostituée qui s'appelle Isadora. Et en gros, on va suivre un peu son quotidien à lui. Et en fait, donc, il tombe amoureux d'une prostituée. Et en fait, pendant ce temps-là, ça n'a strictement aucun sens parce que je vais raconter ça comme ça, mais il y a un jeune immigré arabe, je crois, je ne vais pas dire de conneries, qui en fait, il va héberger ce jeune immigré en fait, et chez lui, donc il habite dans un immeuble, etc. Donc il n'est pas tout seul et du coup forcément les voisins sont pas tout le temps d'accord avec lui parce que le jeune immigré peut des fois rester dans l'escalier juste et des fois il va l'inviter chez lui pour éviter qu'il gêne le passage ou quoi, parce qu'il y a des gens qui sont on va dire que les voisins des fois on peut penser qu'ils sont racistes, mais en fait des scènes après tu te rends compte que pas vraiment, et c'est en fait ce qui est hyper comment dire déroutant avec ce film, c'est qu'il n'y a aucune obligation de genre stéréotypé, enfin en fait il y a rien de ça, enfin je sais pas comment expliquer, mais alors je connais pas le cinéma de Guiraudy. Du coup, je sais pas si c'est comme ça d'habitude. Je pense que ouais, c'est comme ça. Ouais, il y a un refus du sociotype. Voilà, un refus, ouais, c'est ça. Qui est vraiment une profession de foi. Ouais, ouais c'est ça. Et pour le coup, ça se voit complètement dans le film. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de situations qui parfois peut un peu dérouter parce que c'est un peu. Tu te dis ah ça c'est normal, et puis la scène d'après tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce délire, genre enfin c'est beaucoup vraiment de sorties de route quoi. De quoi? Beaucoup de sorties de route quoi. Ouais, c'est ça. Beaucoup de sorties de route. Mais dans un sens, moi j'avais, une histoire racontée comme ça, j'avais pas vu forcément ça ailleurs. Donc c'est à ce niveau-là, c'est plutôt une surprise. Et du coup, moi globalement, j'ai bien aimé. Il y a une bonne ambiance globalement. Bon alors formellement, ça réinvente rien. Il y a pas. Je pense que il y a des choses qui il y a par contre l'humour, parce que c'est une comédie à la base, l'humour est vraiment assez subtil en fait, c'est-à-dire que typiquement à un moment donné il est en train de rêver alors qu'il a hébergé le jeune immigré chez lui, il est en train de rêver parce qu'en fait ça parle de terrorisme et tout un peu, et il est en train de rêver qu'en fait le jeune immigré il a invité plein d'arabes chez lui et ils sont en train de faire une prière devant les attentats et tout. Et en fait, sauf que c'est un rêve qu'il fait, et du coup, quand il se réveille, finalement, le rêve est tout seul. Enfin, c'est des trucs comme ça qui sont. Et pourtant, tu sais pas qui rêve au départ pendant cette scène-là, et tu te dis, attends, mais c'est en train de virer en thriller ou je sais pas quoi. Et en fait, non, c'est juste qu'il a rêvé. Et c'est assez marrant. Et puis il y a plein de petites touches du coup d'humour, mais vraiment assez subtiles et qui marchent vraiment bien comme ça tout le film. Et puis l'histoire d'amour avec la prostituée, et bon, ça m'a pas non plus accroché des masses parce qu'il y a une histoire aussi avec du coup la prostituée qui a un mari à la base, et du coup le mari va pas être content parce qu'il voit sa femme tout le temps sur son GPS. Ce mari c'est un gros dingo, c'est n'importe quoi. Et du coup non, voilà, globalement c'est une expérience assez bizarre, mais qui vaut le détour parce que on voit pas ça ailleurs pour non. Donc c'est ça qui est bien, je trouve. Du coup, voilà. Oui, je vous invite à découvrir les autres films de Guiraudy, c'est toujours très surprenant. Ouais, effectivement, c'est quand on a quand même beaucoup un cinéma français qui est très sociologique et qui est surtout basé beaucoup sur des sociotypes, même si quand ça en prend l'inverse, on est toujours dans du sociotypage forcené. Et là, Guiraudy, on est vraiment dans une libération totale de l'imaginaire là-dessus, quoi. C'est qu'à un moment, plus personne n'est vraiment enfermé par un truc sociologique ou un typage sexuel. Il y a une liberté totale là-dessus, ouais. Eh bien, merci à tous. Merci. Et à la prochaine pour un nouvel enregistrement, j'espère bien. Tout à fait. Vous lisez les critiques, monsieur? Non. Alors, comment faites-vous pour choisir un film? Comme je choisis une femme, en prenant des risques.